Les mains du médecin tremblaient. Je l'ai remarqué immédiatement. La façon dont ses doigts tremblaient alors qu'elle faisait défiler les résultats de mes tests sur l'écran. Elle m'a regardé, puis a regardé l'écran, puis m'a regardé à nouveau. Son visage était devenu pâle, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me dire que j'avais un cancer. J'étais prête pour ça. Je me préparais à de mauvaises nouvelles depuis des mois maintenant. Ce à quoi je n'étais pas prête, c'était ce qui s'est réellement passé ensuite. Le docteur Walsh s'est levé brusquement et m'a demandé de la suivre, non pas dans la salle d'examen, mais dans son bureau privé. Elle a fermé la porte derrière nous, a tiré les stores, et s'est tournée vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était de la peur. Un médecin, effrayé. Elle a parlé à peine, plus aucun murmure. Vous devez quitter votre maison aujourd'hui, a-t-elle dit. Ne dites rien à votre mari. Ne changez rien à votre routine tant que vous n'êtes pas en sécurité dehors. Puis elle a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Et ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. Je suis Aya Karn. J'ai 31 ans. Je travaille comme comptable senior dans un cabinet de taille moyenne à Portland, dans l'Oregon. Je suis marié depuis 4 ans à un homme nommé Glenn Reeves, un représentant commercial pharmaceutique. Et au cours des 5 derniers mois, j'ai eu l'impression de mourir à petit feu. Ça a commencé par de la fatigue. Pas une fatigue normale, le genre d'épuisement qui vous fait oublier votre propre numéro de téléphone. Puis sont venues les nausées, constantes et légères, comme un mal de mer qui ne partait jamais. Mes cheveux ont commencé à tomber par touffes. Je les trouvais sur mon oreiller, dans le drain de la douche, emmêlés dans ma brosse. Mes pensées sont devenues brumeuses, éparpillées. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. Je ne pouvais pas me souvenir des conversations de la veille. J'avais 31 ans et je me sentais comme si j'en avais 90. Je suis allé voir 3 médecins différents au cours de ces 5 mois. Chacun m'a dit quelque chose de différent. Stress, anémie, déséquilibre hormonal. L'un a suggéré que je travaillais trop dur. Un autre a fait allusion à l'anxiété. Ils ont fait des tests, n'ont rien trouvé de concluant, et m'ont renvoyé chez moi avec des vitamines et des suggestions de me reposer davantage. J'ai blâmé le fait d'avoir 30 ans. Apparemment, avoir 30 ans n'inclut pas l'empoisonnement à l'arsenic dans le pack de bienvenue. C'est plus un bonus du type votre mari est un psychopathe. Glenn m'a emmené à chaque rendez-vous. Il s'asseyait dans les salles d'attente en me tenant la main, posait des questions détaillées au médecin, prenait des notes sur son téléphone à propos de mes symptômes. Tout le monde pensait qu'il était merveilleux. Les infirmières l'adoraient. Une réceptionniste m'a dit que j'avais de la chance d'avoir un mari aussi dévoué. Je l'ai cru. J'ai cru à tout ça. Mais maintenant, j'étais assise dans le bureau du docteur Walsh, fixant un écran montrant mes résultats sanguins, et tout ce que je croyais s'effondrait. Arsenic. Des niveaux élevés d'arsenic dans mon sang, pas assez pour me tuer rapidement. C'était la partie horrifiante. Les niveaux étaient cohérents avec une exposition chronique à faible dose sur plusieurs mois. Quelqu'un n'essayait pas de me tuer dans un acte dramatique. Quelqu'un me tuait lentement, soigneusement, méthodiquement, en faisant passer cela pour une maladie mystérieuse que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Le docteur Walsh m'a posé des questions de cette même voix étouffée. Qui prépare votre nourriture à la maison? Est-ce que quelqu'un a un accès régulier à vos boissons? A-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? Et puis ça m'a frappé comme un camion, comme un train, comme le sol s'ouvrant sous mes pieds. Glenn me fait un smoothie protéiné chaque matin. Il a commencé il y a 5 mois, exactement quand mes symptômes ont débuté. Il disait qu'il s'inquiétait de ma nutrition, que je ne mangeais pas assez, que le smoothie me donnerait de l'énergie. Ça avait un goût horrible, comme si quelqu'un avait mixé de l'herbe coupée avec de bonnes intentions. Je pensais que c'était juste le goût de la nourriture saine. Je le buvais chaque jour parce que mon mari le faisait avec amour. Sauf que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'arsenic. Le docteur Walsh a expliqué ce qu'elle soupçonnait. Glenn est un représentant commercial pharmaceutique. Il comprend la chimie, les dosages, comment le corps humain traite différentes substances. Il n'aurait pas besoin de chercher sur Google comment empoisonner quelqu'un. Il le savait déjà. Les doses dans mon système étaient soigneusement calculées, assez pour me rendre chroniquement malade, pas assez pour lever des drapeaux rouges immédiats. Il voulait que ma mort paraisse naturelle. Une jeune épouse tragique qui dépérissait d'une maladie inconnue. Un mari au cœur brisé laissé derrière. J'ai pensé à tous ces rendez-vous chez le médecin. Glenn assis à côté de moi, me tenant la main, jouant l'inquiétude pour chaque infirmière et médecin qui regardait. Il ne me soutenait pas à travers la maladie. Il se créait un alibi, s'établissant comme le mari dévoué qui avait tout essayé pour sauver sa femme. Le docteur Walsh m'a donné des instructions claires. Ne changez pas votre comportement. Ne lui laissez pas savoir que vous soupçonnez quoi que ce soit. N'arrêtez pas soudainement de boire les smoothies. Il le remarquera. Contactez la police immédiatement. Elle m'a donné son adresse email personnelle parce qu'elle avait peur que Glenn puisse surveiller nos comptes partagés. Je suis sorti de cette clinique sur des jambes qui ne semblaient pas être les miennes. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Un texto de Glenn.
comment s'est passé le rendez-vous, chérie? J'ai fait ton dîner préféré. Lasagne. Hâte de te voir. J'ai fixé ces mots pendant une minute entière. Cet homme que j'avais épousé il y a 4 ans. Cet homme avec qui j'avais construit une vie, partagé un lit, à qui j'avais tout confié. Il m'attendait à la maison en ce moment même avec le dîner, avec un sourire, avec un autre smoothie prêt pour demain matin. Je devais rentrer à la maison. Je devais m'asseoir en face de lui à table et manger ses lasagnes. Je devais l'embrasser pour lui dire bonne nuit et le laisser me serrer dans ses bras. Je devais prétendre que tout était normal pendant que mon mari mettait fin à ma vie lentement, délibérément, patiemment. J'ai répondu par texto, j'arrive. Hâte de te voir aussi. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Avant de continuer, s'il vous plaît appuyez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire et je vous apprécie plus que vous ne le savez. J'ai franchi ma porte d'entrée ce soir-là avec un sourire sur le visage et le meurtre dans le cœur. Pas son meurtre, ma survie, mais je devais jouer le rôle de ma vie. Glenn était dans la cuisine quand je suis entré, remuant quelque chose sur la cuisinière. Il s'est tourné et m'a souri, ce sourire chaleureux et attentionné dont j'étais tombée amoureuse des années auparavant. Il a demandé comment s'était passé mon rendez-vous, sa voix pleine d'une douce inquiétude. Je lui ai dit que le médecin avait trouvé une légère anémie. Rien de grave, juste besoin de nouveaux suppléments. Il a hoché la tête pensivement et a dit qu'il avait recherché les meilleures marques pour moi. Toujours à prendre soin de moi, toujours si dévoué. J'avais envie de vomir. Au lieu de cela, je l'ai remercié et je suis allé me changer. Le problème du smoothie était mon premier défi. Je ne pouvais pas juste arrêter de les boire. Glenn les préparait chaque matin et me regardait prendre les premières gorgées avant de partir travailler. Si je refusais soudainement, il saurait que quelque chose avait changé. Alors, j'ai inventé une histoire. Je lui ai dit que mon nouveau médicament ne pouvait pas être pris avec des protéines, que je devais attendre au moins 2 heures après avoir mangé. Il y a cru complètement. Maintenant, il laisse le smoothie au frigo pour que je le boive plus tard, et quand il part au travail, la majeure partie finit dans l'évier. Je continue d'en boire de petites quantités, cependant, juste assez pour que mes symptômes s'améliorent lentement plutôt que soudainement. Je dis à Glenn que les nouveaux suppléments aident un peu. Il semble content de mes progrès, ce qui est terrifiant quand on y pense. Il a prévu une détérioration lente, donc une amélioration lente ne l'alarme pas. Il est patient. Il pense qu'il a le temps. Pendant ce temps, je suis devenue une actrice dans ma propre maison. J'utilise un minimum de maquillage pour avoir l'air pâle et fatigué. Je me plains de fatigue même quand je me sens plus forte. Je fais des siestes quand Glenn est à la maison, allongé éveillé dans le lit, prétendant dormir pendant que mon esprit passe en revue tout ce que je dois faire. Il m'apporte du thé, arrange mes oreillers et me dit de me reposer. L'homme mérite un Oscar ou une cellule de prison. Il était sur le point d'obtenir l'un des deux. Au fil des jours, j'ai commencé à reconstituer depuis combien de temps cela était prévu. J'avais donné à Glenn le contrôle de nos finances il y a environ 2 ans. Il l'avait suggéré si doucement. Je travaillais de si longues heures, disait-il. Je méritais de rentrer à la maison et de me détendre, pas de m'inquiéter des factures et des relevés bancaires. Laisse-le gérer. Je pensais que c'était de l'amour. C'était du contrôle. Mes amitiés s'étaient estompées aussi, et je ne réalisais que maintenant pourquoi. Glenn ne m'avait jamais interdit de voir qui que ce soit. Il soupirait juste lourdement chaque fois que je mentionnais des projets avec ma meilleure amie, Nina. Elle est si négative, disait-il. Je veux juste que tu sois entouré de gens qui te tirent vers le haut. Il a fait ça à chaque fois jusqu'à ce que j'arrête complètement de faire des projets. La mort par 1000 soupirs. Très efficace. 0 preuve. Un soir, pendant que Glenn était au travail, j'ai fouillé dans les dossiers de notre bureau à domicile. En tant que comptable, je sais où chercher et quoi chercher. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver ce que j'avais manqué pendant 2 ans. Une police d'assurance vie sur moi d'une valeur de 750 000 $. Glenn était le seul bénéficiaire. La police avait été souscrite il y a 10 mois, 4 mois avant même que l'empoisonnement ne commence. Ce n'était pas un crime passionnel. Ce n'était pas un homme qui avait craqué un jour. C'était un plan calculé développé sur près d'1 an. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le dossier. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé des virements vers un compte bancaire séparé dont j'ignorais l'existence. 40 000 $ sur 8 mois, cachés sous des catégories comme « développement professionnel » et « dépenses professionnelles ». Une personne moyenne ne trouverait jamais ça. Mais j'ai audité des entreprises qui essayaient plus fort de cacher de l'argent. J'ai un jour trouvé 2 millions de $ déguisés en fourniture de bureau. Le petit stratagème de Glenn était comme un éléphant se cachant derrière un lampadaire. Puis j'ai décidé de le suivre. Il m'a dit qu'il rencontrait un client pour dîner un soir. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Un léger empressement qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. J'ai attendu 10 minutes après son départ, puis je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi son itinéraire vers le centre-ville. Il est allé dans un restaurant où je n'étais jamais allé.
À travers la fenêtre, je l'ai vue rencontrer une femme. Elle était plus jeune que moi, peut-être la fin de la vingtaine, avec des cheveux bruns et des bijoux coûteux que je n'avais jamais vu Glenn acheter. Ils étaient clairement intimes. Elle touchait son bras constamment. Il se penchait près d'elle pour chuchoter des choses qui la faisaient sourire. Ce n'était pas une réunion client, mais quelque chose m'a frappé comme étrange. La femme, j'apprendrai plus tard que son nom était Simone Alford, n'avait pas l'air heureuse. Même quand elle souriait, il y avait de la tension dans ses épaules. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, distraite, anxieuse. Glenn était tout charme, mais elle ne rayonnait pas comme une femme amoureuse devrait rayonner. J'ai classé cette observation. Ça ne collait pas encore avec le tableau, mais ça semblait important. J'ai aussi remarqué autre chose durant ces semaines. La mère de Glenn, Renata, avait été inhabituellement présente ces derniers temps. Elle passait presque chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Apportait de la soupe maison, s'asseyait avec moi pendant que je me reposais. C'était étrange parce que Renata ne m'avait jamais aimé. À notre mariage, elle avait dit à la tante de Glenn que je n'étais pas tout à fait bien pour son précieux fils. Pendant 3 ans, elle m'avait traité comme une invitée indésirable dans la vie de son fils. Maintenant, soudainement, elle était dévouée à mon bien-être. Ça n'avait aucun sens. Puis, j'ai surpris Glenn au téléphone avec elle. Merci d'avoir vérifié comment elle allait aujourd'hui, maman, a-t-il dit. Je m'inquiète tellement quand je suis au travail. Il avait demandé à sa propre mère de me surveiller. Renata pensait qu'elle aidait son fils inquiet à prendre soin de sa femme malade. Elle ne savait pas qu'elle faisait partie d'un système de surveillance. Glenn utilisait tout le monde, manipulant la culpabilité de sa propre mère concernant sa froideur passée envers moi. Maintenant que je mourais, Renata voulait arranger les choses. Et Glenn exploitait ça complètement. J'avais des pièces d'un puzzle maintenant. Un mari m'empoisonnant pour l'argent de l'assurance, un compte bancaire secret, une femme mystérieuse qui n'avait pas l'air heureuse, et une belle-mère recrutée sans le savoir comme espionne. Mais quelque chose ne collait toujours pas. Pourquoi Simone était-elle si tendue? Et que cachait Glenn d'autre? Il y a quelque chose que je ne vois pas encore, me suis-je dit. Quelque chose de plus gros. J'avais raison. J'ai contacté la détective Maria Reyes grâce à la recommandation du docteur Walsh. Elle se spécialisait dans les crimes domestiques et avait déjà vu des cas comme le mien. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Glenn pourrait nous voir. La détective Reyes a été directe et professionnelle. Elle m'a cru immédiatement, ce qui a semblé être la première bouffée d'air frais que j'avais eue depuis des mois. Elle a expliqué ce dont nous avions besoin. Des preuves concrètes du poison, la preuve de qui l'administrait, une documentation financière montrant le mobile, et idéalement quelque chose d'enregistré qui liait Glenn directement au crime. L'Oregon est un État à consentement unique, m'a-t-elle dit. Cela signifie que vous pouvez légalement enregistrer toute conversation dont vous faites partie sans en informer l'autre personne. Ma première tâche était d'obtenir la preuve du poison lui-même. J'ai gardé l'un des smoothies de Glenn au lieu de le jeter, je l'ai stocké dans un conteneur que Nina m'avait apporté, et je l'ai envoyé à un laboratoire privé que la détective Reyes m'avait recommandé. Les résultats sont revenus en une semaine. Composé d'arsenic, dose faible mais constante, correspondant exactement au niveau dans mes analyses sanguines. Maintenant, j'avais la preuve de ce qui m'empoisonnait. J'avais toujours besoin de la preuve de qui et comment. Glenn travaille dans les produits pharmaceutiques, mais l'arsenic n'est pas un médicament. Les dossiers de son entreprise ne montraient rien de suspect. La détective Reyes avait déjà vérifié, alors où se le procurait-il? Je me suis souvenu de Simone. J'avais fait quelques recherches après avoir suivi Glenn ce soir-là. Son nom complet était Simone Alford, et selon LinkedIn, elle travaillait chez Pacific Northwest Industrial Supply. Il vendait des produits chimiques pour diverses industries, y compris des composés d'arsenic utilisés dans le traitement du bois et la fabrication du verre. Mais Simone travaillait à la comptabilité, pas à l'entrepôt. Elle ne manipulait pas les produits directement. Comment Glenn obtiendrait-il de l'arsenic par son intermédiaire? Mon père était comptable aussi. Il m'a appris tout ce que je sais sur ce travail. Il disait toujours, la documentation est une protection. Garde des traces de tout. Je pensais qu'il était paranoïaque quand j'étais plus jeune. Il s'avère qu'il me préparait à survivre à mon propre mari. J'ai pris une décision que la détective Reyes m'avait déconseillée. Je devais parler à Simone directement. Je l'ai trouvée dans un café pendant sa pause déjeuner, assise seule à une table dans un coin. Quand je me suis approché, son visage s'est durci immédiatement. Elle savait qui j'étais. Glenn avait dû lui montrer des photos, la prévenant probablement à propos de sa femme instable. Vous êtes la femme, a-t-elle dit froidement. Je n'ai rien à vous dire. Je me suis assise quand même. Je lui ai montré les résultats du laboratoire, prouvant l'arsenic dans mon sang. Elle a ricané. Glenn a dit que vous essayeriez de me monter contre lui. Il a dit que vous êtes manipulatrice, instable. Je lui ai montré la police d'assurance vie. 750 000 $ sur ma vie. Glenn comme seul bénéficiaire. Elle a hésité juste un instant, puis s'est reprise.
Il est juste responsable, il planifie l'avenir. Il vous aime. Il parle tout le temps de combien il est inquiet. Elle avait été briefée. Glenn l'avait préparé exactement pour ce scénario. Lui avait dit que je pourrais l'approcher avec des mensonges. Je devais trouver un autre moyen d'entrer. Alors, je lui ai posé une simple question. Est-ce que Glenn t'a demandé de prendre une assurance vie, toi aussi? Son visage est devenu pâle. Comment savez-vous ça? Laisse-moi deviner, ai-je dit. Environ un demi-million de dollars. Il t'a dit que c'était pour votre avenir ensemble, pour quand vous seriez enfin un vrai couple. Il a rendu ça romantique. Un engagement envers votre vie commune. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence confirmait tout. Je me suis penché en avant. Simone, je ne suis pas la femme amère qui essaie de s'accrocher à un mauvais mariage. Je suis la victime actuelle de Glenn, et tu es la prochaine. C'est là que tout a changé. Simone m'a raconté son histoire. Elle avait rencontré Glenn il y a 14 mois lors d'une conférence professionnelle. Il était charmant, attentif, tout ce qu'une femme pouvait vouloir. Il lui a dit que son mariage était une erreur, que j'étais froide et distante, qu'il était piégé. Il attendait le bon moment pour partir. Elle l'a cru parce qu'elle voulait le croire. Il y a 8 mois, Glenn l'a convaincu de prendre une assurance vie, un demi-million de dollars. Il a dit que c'était pour leur avenir, pour qu'ils soient protégés quand ils seraient enfin ensemble ouvertement. Elle pensait que c'était romantique. Elle avait 28 ans et était amoureuse d'un homme qui chuchotait des promesses sur la vie qu'ils allaient construire. Elle a signé les papiers avec joie. À peu près au même moment, Glenn a demandé une petite faveur. Il avait besoin de commander des produits spécialisés pour le travail et le fournisseur de son entreprise était cher. L'entreprise de Simone avait de meilleurs prix. Pourrait-elle lui donner accès à son compte de commande juste pour économiser de l'argent? Elle lui a donné ses identifiants de connexion sans hésitation. Elle n'a jamais vérifié ce qu'il commandait réellement. Elle n'a jamais vu aucun produit livré. J'ai regardé son visage alors que la vérité se mettait en place. Glenn utilisait son compte pour commander l'arsenic qui m'empoisonnait. Si les enquêteurs traçaient l'achat, cela mènerait à Simone, pas à lui. Elle était son bouc émissaire. Et une fois que je serais morte, et qu'il aurait empoché les 750 000 $, elle serait la suivante. Une autre perte tragique, un autre versement d'assurance, un homme en deuil qui n'avait vraiment pas de chance. 2 femmes, 2 polices, 1,25 million au total. Simone a commencé à trembler. Je pensais qu'il m'aimait, a-t-elle chuchoté. J'ai tout abandonné pour lui. J'attends depuis plus d'1 an. Je sais, ai-je dit. C'est ce qu'il fait. Il te fait te sentir spécial pendant qu'il planifie tes funérailles. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Et l'hostilité avait disparu. Nous étions 2 femmes qui étaient tombées pour le même mensonge raconté par le même homme, et nous étions toutes les 2 censées finir mortes. Qu'est-ce qu'on fait, a-t-elle demandé. C'est là que ma vieille amie Nina est revenue dans ma vie. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas et ne pouvait plus rester à l'écart. Elle m'a contacté la même semaine où j'ai rencontré Simone. Et quand je lui ai tout raconté, elle n'a pas été surprise. J'ai toujours pensé que Glenn souriait comme quelqu'un qui s'entraînait devant le miroir, a dit Nina. Trop parfait, comme un requin en polo. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit avant. Elle a dit, dire à quelqu'un d'amoureux que son partenaire est glauque, c'est comme dire à un chat de ne pas faire tomber des objets des tables. Ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Argument valable. Simone a accepté de coopérer avec la détective Reyes. Elle a fourni les relevés de son compte montrant des commandes qu'elle n'avait jamais passées, des produits qu'elle n'avait jamais autorisés. Le composé d'arsenic avait été expédié à une boîte postale, une que Glenn louait sous un nom différent, pensant avoir couvert ses traces. Il ne l'avait pas fait. Pas assez bien. Maintenant, j'avais la source du poison. J'avais le mobile financier documenté au centime près. J'avais 2 femmes prêtes à témoigner, mais la détective Reyes voulait une chose de plus pour rendre le dossier inattaquable. Glenn lui-même disant quelque chose, n'importe quoi qu'il y ait le tout. Et je savais exactement comment l'obtenir. Je devais juste me rapprocher de l'homme qui essayait de me tuer. La détective Reyes a coordonné la phase suivante de notre opération avec précision. Simone a fourni les relevés de compte de son entreprise et c'était là, une commande de trioxyde d'arsenic passée il y a 6 mois. L'adresse de livraison était une boîte postale à l'autre bout de la ville louée sous le nom de Gérald Richard, un faux nom, mais les caméras de sécurité du bureau de poste racontaient une autre histoire. La détective Reyes a obtenu des images montrant Glenn récupérant des colis dans cette boîte exacte à 3 occasions distinctes. Son visage était clair comme de l'eau de roche. Il pensait avoir été si prudent. Il ne l'avait pas été assez. Simone est devenue notre source interne. Elle a continué à voir Glenn comme si rien n'avait changé. Le rencontrant pour des dîners, écoutant ses mensonges sur leur avenir ensemble. La différence maintenant, c'était qu'elle enregistrait tout. La loi de l'Oregon sur le consentement d'une seule partie signifiait que chaque mot que Glenn lui disait était admissible au tribunal. Les enregistrements étaient glaçants par leur normalité. Glenn parlait de leur avenir.
Une fois que ma situation se sera résolue, mentionner l'argent qu'il avait mis de côté, comment ils auraient de quoi prendre un nouveau départ. Une fois que la santé d'Aya déclinera davantage, lui a-t-il dit un soir, nous pourrons enfin arrêter de nous cacher. C'est tragique, vraiment. Mais elle ne souffrira plus très longtemps. Il avait l'air attentionné, même en discutant de ma mort. Comme un homme décrivant un événement triste mais inévitable. Quelque chose hors de son contrôle, la météo, une catastrophe naturelle, pas quelque chose qu'il causait activement avec chaque smoothie qu'il préparait. Pendant ce temps, à la maison, j'ai livré la performance de ma vie. J'avais l'air plus malade que je ne me sentais, je bougeais plus lentement que je n'en avais besoin, je souriais faiblement à l'attention constante de Glenn. Merci de prendre soin de moi, lui ai-je dit un soir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les mots avaient le goût du poison qu'il me donnait, mais je les ai dit quand même, et il a embrassé mon front et m'a dit de me reposer. La partie la plus difficile était Renata. La mère de Glenn continuait ses visites quotidiennes, apportant soupe et inquiétude en égale mesure. Elle s'asseyait avec moi pendant que je prétendais dormir, me tenant parfois la main. Je pouvais sentir sa culpabilité concernant les années qu'elle avait passées à me traiter froidement. Elle essayait de se racheter avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne savait pas qu'il n'y avait rien à racheter. Sa froideur n'avait pas été le problème. Son fils était le problème, et elle n'en avait aucune idée. Je voulais lui dire. Une partie de moi pensait qu'elle méritait de savoir ce qu'était vraiment son fils. Mais la détective Reyes m'a mis en garde contre cela. Renata aimait Glenn inconditionnellement, comme le font les mères. Si elle connaissait la vérité, elle pourrait le confronter, le prévenir, lui donner le temps de détruire des preuves, ou de disparaître. Je devais la laisser continuer à croire au mensonge un peu plus longtemps. Si cette histoire vous tient en haleine, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien compte plus que vous ne le savez. Maintenant, finissons-en. La détective Reyes voulait une dernière pièce à conviction, quelque chose venant de Glenn directement, pas par l'intermédiaire de Simone. Elle m'a demandé si j'étais prête à porter un micro et à avoir une conversation spécifique avec mon mari. Le but n'était pas d'obtenir des aveux. Glenn était trop intelligent pour ça. Le but était d'établir sa connaissance de la police d'assurance et son aisance à discuter de ma mort potentielle. Combiné avec tout le reste, cela compléterait le tableau. J'ai accepté immédiatement. Nina est venue le matin où j'étais censé le faire. Elle m'a aidé à positionner le dispositif d'enregistrement, un truc minuscule à peine visible, et m'a parlé pour que je reste calme. J'ai vu assez de séries policières pour savoir qu'il ne faut pas se gratter nerveusement ou ajuster quoi que ce soit de suspect. Agir naturellement. Ne pas penser à l'enregistreur. J'ai décidé de penser aux déclarations d'impôts à la place. Très apaisant. Ce soir-là, Glenn est rentré à la maison pour me trouver particulièrement faible. Je m'étais surpassé avec le maquillage pâle et la posture fatiguée. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à l'avenir, à ce qui se passerait si ma santé ne s'améliorait pas. Glenn, ai-je dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux m'assurer que tu seras pris en charge. Son visage s'est arrangé en une inquiétude parfaite. Ne parle pas comme ça, chérie. Tu vas aller mieux. Mais juste au cas où, j'ai insisté. L'assurance vie, nos économies, je veux que tu aies tout. Je veux savoir que tu iras bien. Il m'a tenu la main, l'a pressé doucement. Ne pensons pas à des choses si sombres, a-t-il dit. Mais j'ai remarqué qu'il n'a pas refusé. Il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas supporter d'envisager un monde sans moi. Il a juste dévié et attendu. J'ai mentionné la police d'assurance spécifiquement. Je suis contente que nous ayons cette protection, ai-je dit. 750 000 $. C'est assez pour que tu recommences à zéro. Construire une nouvelle vie. Il a hoché la tête lentement. Je m'occuperai de tout, a-t-il dit. Je le fais toujours. Pas un aveu, mais pas un déni non plus. Un homme n'ayant rien à cacher aurait insisté sur le fait que sa femme allait survivre. Glenn a simplement accepté la prémisse de ma mort comme si c'était déjà décidé. Plus tard cette nuit-là, alors que je prétendais dormir, Glenn a passé un coup de fil dans le couloir. Il pensait que je ne pouvais pas entendre. Il ne savait pas que le micro enregistrait toujours. Il a appelé Simone. Elle empire, a-t-il dit, sa voix basse et impatiente. Probablement encore quelques semaines tout au plus. Ensuite, nous serons enfin libres. Il avait l'air soulagé. Heureux, même excité par ma mort, de la façon dont quelqu'un pourrait être excité par des vacances à venir. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas en morceaux, mais en clarté. Une clarté froide, dure, inébranlable. Cet homme ne m'avait jamais aimé. J'avais été une cible dès le début, un moyen pour arriver à une fin. Le mariage, les vœux, les 4 années de ce que je pensais être un mariage. Tout ça n'était qu'une mise en place pour un jour de paix. La détective Reyes m'a appelé le lendemain matin. Le mandat d'arrêt était signé. Glenn Reeves serait mis en garde à vue le jour suivant. 8 semaines d'enquête, 14 mois de manipulation de sa part. 4 ans d'un mariage qui n'a jamais été réel. Une nuit de plus. Je devais juste survivre. Une nuit de plus.
Un dîner de plus. Un smoothie de plus que je ne boirais pas. Un baiser de plus d'un homme qui comptait les jours jusqu'à ma mort. J'ai tenu le coup, à peine. Le matin de l'arrestation de Glenn a commencé comme n'importe quel autre matin. Je me suis réveillé avant lui. J'ai fait du café, j'ai bougé silencieusement dans la cuisine. Il est descendu vers 7 heures, douché et habillé pour le travail, sentant l'eau de Cologne que j'aimais tant. Il m'a embrassé pour me dire au revoir comme il le faisait toujours. Repose-toi aujourd'hui, chérie, a-t-il dit. Je rapporterai le dîner ce soir. J'ai hoché la tête et souri. Passe une bonne journée. Il est sorti par la porte d'entrée. 20 minutes plus tard, il est revenu, escorté par la détective Reyes et 2 officiers en uniforme. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de cris, pas de lutte, pas d'humiliation publique. Juste 3 responsables des forces de l'ordre à ma porte avec un insigne et un mandat, et le visage de mon mari passant par la confusion, puis le calcul, puis quelque chose de froid et vide. Glenn Reeves, a dit la détective Reyes, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre au premier degré et fraude à l'assurance. Vous avez le droit de garder le silence. Glenn m'a regardé. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, tenant toujours ma tasse de café. Pour la première fois en 4 ans, j'ai vu son vrai visage. Pas de chaleur, pas d'amour, pas d'inquiétude. Juste un étranger faisant des maths dans sa tête, essayant de comprendre où son plan avait échoué. C'est une erreur, a-t-il dit calmement. Ma femme est confuse. Elle a été très malade. Encore en train de jouer la comédie, même maintenant. La détective Reyes n'a pas cligné des yeux. Nous avons l'analyse de laboratoire du poison, les dossiers financiers, le témoignage de témoins et des conversations enregistrées. Vous pouvez garder votre performance pour votre avocat. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Glenn juste un instant. Puis c'est parti. Je veux mon avocat, a-t-il dit. C'est votre droit. Ils l'ont menotté juste là dans notre salon. Lui ont lu ses droits. L'ont accompagné jusqu'à la voiture banalisée qui attendait dans notre allée. Il ne m'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je me suis tenu à la fenêtre et je les ai regardés partir. L'homme que j'avais épousé, l'homme en qui j'avais confiance, l'homme qui m'avait tenu pendant que je pleurais sur ma maladie mystérieuse, disparaissant dans notre rue de banlieue calme à l'arrière d'une voiture de police. Je m'attendais à ressentir du triomphe, de la victoire, quelque chose de puissant et satisfaisant. Au lieu de cela, je me suis juste senti fatigué et libre. Au poste, l'avocat coûteux de Glenn est arrivé dans l'heure. Glenn a immédiatement déployé son plan de secours. Blâmer Simone. Elle a dû empoisonner ma femme. Il a dit au détective que Simone était obsédée par moi. Qu'elle voulait Aya hors du tableau. Qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. C'était un jeu intelligent. Simone avait accès aux produits chimiques. Simone avait un mobile. Elle voulait Glenn pour elle seule. Si Glenn n'avait pas été si confiant en sa propre intelligence, cela aurait pu marcher. Mais il ne savait pas que Simone coopérait avec la police depuis 3 semaines. Il ne savait pas pour les enregistrements où il discutait de ma mort avec un enthousiasme visible. Il ne savait pas pour les images de sécurité de lui récupérant des cargaisons d'arsenic dans une boîte postale qu'il pensait introuvable. La détective Reyes lui a fait écouter les enregistrements. Sa propre voix disant à Simone qu'il me restait probablement encore quelques semaines. Sa propre voix, calme et impatiente, disant qu'il serait enfin libre. C'est là que le visage de Glenn a changé. C'est là qu'il a su. Il a essayé de blâmer Simone, ai-je dit plus tard à Nina. Et elle a ri amèrement. Je suppose qu'il n'a pas reçu le mémo disant que son plan de secours avait changé de camp. Il s'avère que les femmes se parlent. Concept révolutionnaire. Les preuves étaient accablantes. Arsenic dans les smoothies confirmés par analyse de laboratoire. Arsenic commandé via le compte professionnel de Simone utilisant des identifiants que seul Glenn possédait. Image de sécurité de Glenn récupérant les cargaisons. Une police d'assurance vie souscrite 4 mois avant le début de l'empoisonnement. 40 000 $ cachés dans un compte secret. Conversation enregistrée montrant sa connaissance et son anticipation de ma mort. Et ses propres relevés téléphoniques révélant des recherches sur les symptômes de l'arsenic chronique, le délai de paiement de l'assurance vie, et les poisons indétectables. Il avait cherché ce dernier sur notre ordinateur familial partagé, celui dont j'avais le mot de passe. Un génie du crime, tout le monde. L'avocat de Glenn lui a conseillé d'envisager un accord de plaidoyer. Il n'y avait pas de défense viable. Le procès serait une formalité. La situation de Simone s'est résolue plus rapidement. Le procureur a reconnu qu'elle avait été manipulée et utilisée. Elle ne savait pas que Glenn commandait du poison via son compte. Elle ne savait pas quelle était la suivante sur sa liste. Elle avait pleinement coopéré à l'enquête, fourni un témoignage crucial, et aidé à construire le dossier qui mettrait Glenn à l'ombre. Le procureur a offert un accord, probation, suivi psychologique obligatoire, pas de prison. Simone a accepté. Elle avait perdu son travail quand la nouvelle de l'affaire a éclaté. Perdu sa réputation, perdu l'avenir qu'elle pensait construire, mais elle a gardé sa liberté.
Elle m'a envoyé un message via la détective Reyes. Juste quelques mots. Merci de m'avoir dit la vérité alors que vous n'étiez pas obligé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Nous n'étions pas amis et ne le serions probablement jamais, mais nous nous comprenions d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais. Dire à Renata a été plus dur que prévu. La détective Reyes l'a informé officiellement, mais je l'ai appelé après. Je ne suis pas sûr pourquoi. Peut-être que je sentais que je lui devais ça. Peut-être que j'avais besoin qu'elle l'entende de moi. Elle n'y a pas cru au début. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une erreur. Que Glenn ne ferait jamais ça. Que ça ne pouvait pas être réel. Puis elle est devenue silencieuse. Puis elle a pleuré. J'étais dans ta maison, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je t'ai regardé souffrir. Je t'ai apporté de la soupe pendant que tu étais empoisonné par mon propre fils. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Elle non plus. Renata n'a été inculpée de rien. Elle ne savait sincèrement pas. Elle était juste une autre personne que Glenn avait utilisée. Son amour maternel, sa culpabilité, son désir d'être une meilleure belle-mère. Tout cela transformé en arme contre moi à son insu. Nous sommes toutes les deux des femmes qui ont aimé un homme qui n'a jamais existé, lui ai-je dit. Elle a raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Je ne la blâme pas. Glenn a refusé un accord de plaidoyer initialement. Son ego ne lui permettait pas d'admettre la défaite. Mais après que son avocat a examiné le dossier de preuve complet, la réalité s'est imposée. Il n'y avait pas de victoire possible dans cette affaire. Il n'y avait que la limitation des dégâts. Le procès a duré 3 semaines. J'ai témoigné pendant 2 jours, guidant le jury à travers 5 mois d'empoisonnement, 4 ans de manipulation, et le moment où les mains tremblantes d'un médecin ont tout changé. J'ai regardé Glenn à travers la salle d'audience, je l'ai vraiment regardé, cherchant une trace de l'homme que j'avais épousé. Il n'était pas là. Peut-être qu'il ne l'avait jamais été. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Quand ils sont revenus, le visage de Glenn était un masque. Pas de peur, pas de remords, aucune émotion. Coupable de tentative de meurtre au premier degré, coupable de fraude à l'assurance, coupable de violence domestique. Le juge l'a condamné à 15 ans de prison d'État. Il serait éligible à la liberté conditionnelle après 10 ans, ce qui signifie qu'il aurait 46 ans au plus tôt quand il ferait face à une commission des libérations conditionnelles. Sa licence pharmaceutique a été révoquée définitivement. Tous ses avoirs ont été gelés en attendant mon procès civil. L'homme qui planifiait tout au milligramme près n'avait pas prévu ça. Simone a terminé sa probation et a déménagé en Californie. Elle m'a envoyé un dernier message avant de partir. Juste une adresse de réexpédition au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. Je l'ai glissé dans un tiroir et je ne l'ai pas regardé depuis. Nous avons survécu à la même tempête, mais cela ne fait pas de nous des amis. Certaines connexions n'existent que dans la crise. Renata a vendu sa maison pour payer ses dettes. Glenn avait promis de l'aider avec ses $60 000 une fois que les choses se seraient calmées. Les choses se sont calmées différemment de ce qu'elle espérait. Aux dernières nouvelles, elle a emménagé avec sa sœur en Arizona. Elle ne m'a jamais écrit. Je ne lui ai jamais écrit. Certains silences disent tout ce qui a besoin d'être dit. Mon rétablissement a pris environ 3 mois. L'arsenic a quitté mon système. Mes cheveux ont repoussé épais et sains. Et le brouillard cérébral s'est levé comme la brume matinale brûlant sur un lac. Je me suis souvenu de qui j'étais avant Glenn. Avant la manipulation, avant l'isolement, avant de devenir une femme qui demandait la permission de voir ses propres amis. J'ai demandé le divorce pendant que Glenn attendait son procès. J'ai obtenu tout ce qu'il n'avait pas déjà volé. J'ai vendu la maison immédiatement. Chaque pièce contenait un souvenir qui était en fait un mensonge. Et je ne pouvais plus dormir là-bas. J'ai déménagé à Seattle. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvel appartement avec de grandes fenêtres et une cuisine où je fais mon propre petit déjeuner chaque matin. Pain grillé, fruits frais. Des choses simples que je contrôle complètement. Il y a quelque chose de profond dans le fait de se nourrir soi-même, de faire confiance à ce qui entre dans son propre corps. Je ne prendrai plus jamais cela pour acquis. Nina et moi dînons ensemble chaque jeudi. Maintenant, elle n'a jamais dit une seule fois, je te l'avais bien dit. Même si elle en avait gagné le droit. Les vrais amis n'ont pas besoin de le dire. Ils sont juste là, et continuent d'être là. Glenn m'écrit de prison parfois. Je reconnais son écriture sur les enveloppes. Cette écriture soignée et prudente que je trouvais si attirante. Je n'ai jamais ouvert une seule lettre. Je ne sais pas s'il s'excuse, s'il explique, s'il manipule ou s'il menace. Je m'en fiche. Certains chapitres se ferment définitivement et essayer de les relire ne cause que de la douleur. Je me demandais si j'avais manqué des signes avant-coureurs. Si j'aurais dû savoir plus tôt, si j'étais stupide de lui avoir fait confiance. Mais j'ai fait la paix avec ça maintenant. Glenn était bon dans ce qu'il faisait. Il s'était entraîné toute sa vie. J'ai été ciblé par un prédateur qui savait exactement comment devenir tout ce dont sa victime avait besoin.
Ma seule erreur a été de croire que l'amour pouvait ressembler à du contrôle, que la dévotion pouvait ressembler à de la suffocation. Je sais mieux maintenant. J'ai survécu parce que je suis têtu et que je sais lire les petits caractères. Mon père m'a appris que la documentation est une protection. Et il avait raison. Parfois, la personne la plus dangereuse de votre vie partage votre lit. Mais parfois, la personne la plus forte dans la pièce est celle que tout le monde a sous-estimée. Glenn m'a sous-estimé. C'était sa véritable erreur. Ces jours-ci, je me réveille tôt et je bois mon café près de la fenêtre, regardant Seattle prendre vie en contrebas. Je vais au travail et je rentre dans un appartement vide qui semble plein de possibilités au lieu d'être vide d'amour. J'appelle Nina quand je me sens seul. Je vois un thérapeute 2 fois par mois. J'apprends à me refaire confiance. La semaine dernière, quelqu'un m'a demandé si je me remarierais un jour. Je leur ai dit que je ne savais pas. Peut-être un jour, peut-être pas. L'avenir est ouvert maintenant d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis mes 25 ans. Et je ne suis pas pressé de le remplir avec autre chose que de la paix. La personne la plus dangereuse dans la pièce est souvent celle qui sait lire les petits caractères. Souvenez-vous de ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas la meilleure partie. Vous allez adorer. À la prochaine.